Donc, je m'appelle Margot Chapdelaine et aujourd'hui, je vais présenter mon schéma intégrateur de stage de UE6 en chirurgie. Donc, on va juste approcher un peu. Donc, mon patient, Monsieur X, est un homme de 92 ans qui a quelques antécédents, dont l'HTA. Ça, pour traiter son HTA, il prend un traitement de bisoprolol Perros, qui est un antihypertenseur. Étant donné que c'est un antihypertenseur qui va avoir un effet sur le pouls et sur la tension, il faut s'assurer que tout ça n'est pas trop bas avant de lui en donner. Et aussi après, on s'assure qu'il ne fait pas une chute de tension ou tombe en bradycardie. Il a des antécédents de maladie cardiaque artérioscléreuse. Pour ça, il ne prend pas de médication, mais c'est plutôt juste un antécédent qui est aussi relié à son DLP. Qui est aussi un facteur de risque étant donné que le patient est là pour une cholangite qui s'est résolue en cholécystectomie. Donc, pour sa DLP, le patient prend du Lipitor. Ça va avoir des effets de son système gastro-intestinal, donc il faut surveiller parce qu'il risque d'avoir des crampes abdominales. Le patient a aussi un antécédent de MPOC, de goutte, qui est traité par allopurinol, que ça peut avoir un effet de rash cutané. De l'insuffisance cardiaque, et c'est pour ça que le médecin va avoir prescrit des troponines, des bilans de troponines pour savoir si ses fonctions cardiaques sont pas trop pires. Et c'est dans mon tableau en annexe. Le patient a un antécédent d'hyperplasie bénigne de la prostate, HPP, pour lequel il prend du finastéride et du tamsulosine, Perros. Ça, il n'y a pas vraiment de surveillance à faire. Le patient prend aussi du calcium puisqu'il fait de l'ostéoporose. Il a des antécédents de RGO. Pour ça, il prend du Pentoloc, Perros, à tous les jours. Et ça aussi, ça va avoir un effet sur son gastro-intestinal. Donc, on va surveiller ses crampes, ça pourrait avoir un effet de diarrhée, etc., etc. Le patient fait de l'apnée du sommeil et a un antécédent de diabète, qui est aussi un facteur de risque pour la pathologie qu'il a développée. Pour contrôler son diabète, il prend de la sitagliptine et de l'insuline selon une échelle. Donc, pour ça, on doit surveiller la glycémie sur une base régulière QID. Le patient a aussi des antécédents de cataracte et de pontage cardiaque et un pacemaker. Donc, le patient à la base est consulté pour des douleurs abdominales. Au moment où il consulte, donc le médecin va prescrire une échographie, un scan et des bilans sanguins. Tout particulièrement, on va venir chercher ces informations-là. La FSC, AST et ALT, pour comprendre c'est quoi les fonctions de base du patient au niveau de son sang, de ses reins et de son foie. Tout ça, ces analyses-là et ces tests-là vont amener à un diagnostic de cholangite. Pour cette raison-là, il va être admis à l'hôpital, mais aussi pour une perte d'autonomie. Parce que le patient a 92 ans et donc n'est plus vraiment autonome. Ensuite, pour régler le problème de la cholangite, le patient va être soigné par cholécystectomie par laparoscopie, qui consiste à une résection de la vésicule biliaire. Ça, à la base, à long terme, ce que ça va avoir fait, c'est que le patient va avoir plus de misère à digérer ses lipides principalement, parce que la vésicule biliaire va plus pouvoir libérer autant de sel biliaire, ce qui fait que l'émulsion des lipides dans l'intestin va être moins efficace. Ce qui va amener, admettons, des douleurs abdominales après avoir mangé un repas trop gras, ou bien pourrait aussi apparaître dans les selles comme étant des selles graisseuses, un petit peu grisâtres parfois, etc. Ensuite, toute opération va causer ça de façon générale, c'est de la douleur.
pour faire ça, on va évaluer, pour régler le problème, en fait, on évalue la douleur sur une base régulière, environ 4 heures, et PRN avec le PQRSTU, donc principalement sur une échelle de 1 à 10, on s'arrange pour que la douleur ne dépasse pas le 4. On va administrer du Dilaudid, mais aussi parfois ça va être des Tylenol, du Naprosyn. Dans le cas du patient, le principal, c'est vraiment le Dilaudid par contre. On doit surveiller suite à ça des signes de dépression respiratoire et réévaluer la douleur. Parce que le Dilaudid va avoir un effet sur le système nerveux central, ce qui fait en sorte que le patient pourrait avoir une respiration plus superficielle, plus lente. Son degré de sédation pourrait aussi être trop intense. Donc, si c'est le cas, on doit donner du naloxone. Et c'est parce qu'un patient qui a trop de douleur va chercher à moins se mobiliser. Et quand une personne se mobilise moins, il va avoir beaucoup plus de risques de constipation, d'atelectasie, de pneumonie, des thromboses veineuses profondes. Donc, il faut vraiment soulager la douleur dans le but que le patient se mobilise bien et n'ait pas trop de tension non plus, ce qui pourrait nuire à la guérison et de la fatigue qui vient avec. La cholestectomie aussi, d'autres complications possibles. Il pourrait y avoir une infection. Donc, dans le but de protéger ça, on va donner des antibiotiques. Dans le cas du patient, c'était du tazocin, donc du piperacilline tazobactam IV, qu'on va donner. Puis ensuite, pour éviter qu'il fasse une infection plus nosocomiale comme une difficile, on va donner du Bioca, que c'est des bactéries juste pour recoloniser le côlon et l'intestin. Suite à ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va surveiller le drain, parce qu'un patient qui a eu le patient avait un drain GP, donc on surveille le drain à chaque heure de travail et on le retire au jour 6 post-opératoire. On va surveiller la quantité, la qualité du liquide dedans. On s'assure que le site d'insertion est intact, donc il n'y a pas de signe de déchirure, d'infection au niveau de la peau ou que les sutures aient lâché. Puis on va aussi s'assurer à chaque heure de travail que le drain est bien amorcé. Suite à ça, on peut aussi surveiller les résultats de labo. On doit s'assurer que les bilans sanguins de globules blancs et de CRP qui sont prescrits par le médecin se reviennent normaux. Parce que s'il y a un débalancement qui se fait à cet endroit-là, ça pourrait être un signe d'infection. Finalement, il y a la température. Si le patient fait de la fièvre, c'est un signe d'infection. Et les bords de la plaie, les bords de chaque plaie en fait, parce que en laparoscopie, oui, il y a la plaie du drain, mais il y a aussi toutes les 3 autres sites d'insertion des caméras. Ensuite, la cholestectomie peut aussi causer une déhiscence de plaie, admettons si les plaies se réouvrent suite à l'opération. Donc, à ce moment-là, on surveillerait les signes de rougeur, chaleur, douleur, écoulement, ce serait un signe que la plaie est en train de se réouvrir. Parce que si ça fait ces signes-là, c'est que c'est aussi plus à risque. C'est parce que ça cause plus de tension dans le tissu, puis ça pourrait se séparer. Les patients qui ont une opération en tout temps aussi sont à risque de thrombose veineuse profonde. Donc, on va encourager la mobilisation. Dans le cas du patient, on s'assurer que ça soit à chaque repas autant que possible. Et on va aussi administrer de l'héparine du Fragmin, ce qui est un anticoagulant, 5000 unités sous-cute à chaque jour. Finalement, le dernier risque que j'ai mis par rapport à l'opération, c'est un risque d'hémorragie. Pour ça, ce qu'on va surveiller, ça va être bien entendu les bilans sanguins, parce que si l'hémoglobine, l'hématocrite ou les globules rouges descendent, ça pourrait indiquer qu'il y a une hémorragie. L'hémorragie va se manifester par des signes d'essoufflement, de froideur, de pâleur et de fatigue chez le patient. Et en prévention, on peut administrer de la cyanocobalamine, qui est en fait de la vitamine B12, qui est un agent hématopoïétique, donc qui va stimuler la production de globules rouges. Pour ça, on risque d'avoir une hypertension, de la nausée et un rash cutané à surveiller. La
cholécystectomie par laparoscopie, elle avait été faite sous anesthésie générale. Les conséquences d'une anesthésie générale sont très similaires d'une opération à l'autre. On va commencer par l'atelectasie. L'atelectasie, c'est en fait les poumons qui se paralysent en quelque sorte, donc ils vont s'affaisser, puis ensuite la personne va avoir de la misère à respirer. Pour faire ça, on doit encourager les exercices de spirométrie à chaque heure. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va venir dégager ses voies respiratoires, ça va causer de la toux et ça va aider à expectorer. Ça, c'est des enseignements qu'on doit faire aux patients. C'est environ 5 fois à toutes les heures. On va faire aussi une évaluation respiratoire à chaque heure de travail. Ce qu'on cherche, c'est les signes vitaux, donc la saturation, fréquence, rythme et amplitude de la respiration. On veut avoir entre 12 et 20 respirations par minute et une saturation entre 88 et 92 puisque le patient est MPOC. Pour un autre patient, ce serait entre 95 et 100. On cherche l'auscultation parce qu'on veut s'assurer que tous les lobes soient actifs, pas qu'il y ait un lobe qui soit en train de se paralyser. Ensuite, un patient est à risque de constipation, donc on fait une évaluation abdominale à chaque heure de travail. On souhaite trouver du péristaltisme dans tous les cadrans et un abdomen qui devient de plus en plus souple. Au début, l'abdomen va être tendu à cause du gaz qui a été inséré dans le ventre. On va faire le suivi des selles. Il est normal qu'il n'y ait pas de selles les 2-3 premiers jours après l'opération parce que le métabolisme ralentit et c'est un petit peu paralysé. Pour aider, on va donner du laxaté et du colace. Il faut surveiller des signes de douleur abdominale et de déshydratation puisque ça affecte la façon de retenir son eau. On va faire un décompte ingesta-excreta puisque une personne qui ne boit pas assez d'eau est beaucoup plus à risque de constipation. Et on va encourager la mobilisation puisque ça aide à faire bouger le péristaltisme. Ensuite, un risque de rétention urinaire. La rétention urinaire, ça peut causer un œdème pulmonaire, c'est-à-dire de l'eau sur les poumons. Ça se manifester par des réductions de murmure vésiculaire à l'auscultation, des crépitants et une opacité des poumons au rayon X. Son insuffisance cardiaque est aussi un facteur de risque pour ça. Le bilan ingesta-excreta, si on a un ingesta plus grand que l'excreta, c'est un signe qu'il pourrait y avoir une rétention urinaire. C'est pour ça qu'on va administrer du Lasix IV dans le cas du patient ici. Pour ça, il faut surveiller les bilans d'électrolytes parce qu'on doit être sûr qu'il ne va pas y avoir de perte de potassium et c'est pour ça qu'on lui administre du spironolactone. Spironolactone. Ça, c'est un diurétique épargnant le potassium, donc il va chercher à retenir plus de potassium au lieu de le perdre dans les urines. On va aussi lui donner du potassium, qui est un supplément, dans le but de combler ce manque-là. Ça, il faut surveiller les signes d'arythmie cardiaque et de troubles musculo-squelettiques puisque les potassiums affectent les contractions musculaires. Et on surveille encore les signes de déshydratation. Finalement, le patient pourra avoir un délirium post-opératoire. Donc, on va surveiller son orientation à chaque heure de travail. On veut qu'il soit orienté dans les 3 sphères. On va regarder son humeur et son comportement qui devrait être adéquat face à la situation, être de mauvaise humeur, de bonne humeur, triste, etc. Finalement, le patient est à risque, qu'on mettrait dans le PTI, un risque d'œdème pulmonaire. Donc, moi, je proposerais de faire une auscultation pulmonaire à toutes les quarts de travail et surveiller le bilan ingesta-excreta Q8 heures. Et enfin, le dernier risque, un risque de délirium. Moi, j'essaierais de faire des démarches avec la famille, encourager la famille à visiter, donner des points de repère. On peut mettre une horloge, un calendrier dans la chambre du patient et continuer l'évaluation des 3 sphères à tous les jours et tous les quarts de travail si possible.